Je n'ai pas été invité à Thanksgiving cette année. Ma mère m'a dit, c'est juste trop d'histoires quand tu es là. Ce soir-là, mon oncle a posté une photo de famille avec cette légende, enfin une fête paisible. Je lui ai envoyé une capture d'écran des taxes foncières, avec un petit mot, elles sont à payer demain. Bonne chance. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé d'appels. Thanksgiving était ma fête préférée. La nourriture, l'air frais, la façon dont toute la famille s'entassait dans une seule maison comme des clowns dans une voiture. J'aimais le chaos, jusqu'à ce que Jean devienne le méchant. Mon nom est Alex. J'ai 29 ans et, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas reçu d'invitation. Pas de message texte, pas d'appel, pas de « à quelle heure arrives-tu » Juste le silence. J'ai appris l'existence du dîner par une photo que mon oncle a publiée. Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. Mais je suppose que je devrais revenir en arrière. Je suis l'aîné de 3 enfants, le responsable. Selon tous les bulletins scolaires que ma mère a jamais signés. En grandissant, cela signifiait que j'étais blâmé en premier quand quelque chose se cassait, félicité en dernier quand quelque chose fonctionnait, et que je finissais toujours par conduire tout le monde à l'école, même quand je n'avais pas d'argent pour l'essence. Ma sœur Léna a 26 ans, travaille à temps partiel comme stratège en médias sociaux, peu importe ce que cela signifie, et vit toujours à la maison. Mon frère Josh a 22 ans, conduit une moto qu'il ne peut pas se permettre d'avoir, et a un jour emprunté mon ordinateur portable pour un semestre sans demander. Divulgateur, je ne l'ai jamais récupéré. Ma mère est compliquée, le genre de femme qui peut vous faire vous sentir coupable d'avoir éternué trop fort. Elle est obsédée par les apparences. Ne publie pas ça. Je ne veux pas que les gens pensent que nous sommes désordonnés. Et elle parle comme si notre famille était une sorte de dynastie. Alors qu'en réalité, nous sommes juste un foyer de la classe moyenne dans le nord de l'État de New York avec un toit qui fuit et un chat très critique. Mon père, il est parti quand j'avais 16 ans. Une autre histoire pour une autre fois. Donc, quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire en avance, que j'ai trouvé un emploi dans l'immobilier commercial et que j'ai acheté une maison avant d'avoir 28 ans, je m'attendais peut-être à un peu de reconnaissance. Au lieu de cela, ma mère a agi comme si je l'avais trahi en ne restant pas près de la maison. Et par près, elle voulait dire émotionnellement codépendant et financièrement lié. Le Thanksgiving de l'année dernière s'est terminé en désastre. Josh est arrivé ivre. Léna a amené un type qu'elle venait de rencontrer sur Tinder. Et quand j'ai suggéré que peut-être l'année prochaine nous pourrions faire les choses en plus petit comité, ma mère s'est retournée contre moi comme si j'avais donné un coup de pied à son chien. « Tu penses toujours que tu es meilleur que nous ?» a-t-elle lancé, en claquant la purée de pommes de terre si fort qu'elle a éclaboussé ma chemise. « Peut-être que l'année prochaine, tu devrais rester à la maison si c'est si insupportable. » C'était l'un de ces commentaires destinés à piquer mais pas à rester. Du moins, c'est ce que je pensais. Avance rapide jusqu'à cette année. Novembre est arrivé et j'ai attendu. Je n'allais pas supplier pour une invitation. J'ai dépassé ce stade, mais je supposais que quelqu'un me contacterait. Un message, un mème, un vague « que fais-tu pour Thanksgiving ?» Mais plus nous approchions de la date, plus le silence bourdonnait à mes oreilles. Puis l'appel est arrivé. C'était un mardi. J'étais en pause déjeuner, mangeant un sandwich tiède et regardant des rediffusions de Shark Tank quand mon téléphone a sonné. « Maman, salut », ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. « Je voulais juste être clair pour qu'il n'y ait pas de confusion », a-t-elle dit immédiatement. « Nous faisons les choses simplement cette année. Juste le noyau familial. Cela a été une année tendue, Alex. Et je pense que tout le monde pourrait profiter d'un peu moins de drame. » J'ai cligné des yeux. « Le noyau familial ? Je suis ton fils. » « Je sais cela, » a-t-elle dit, vaincue maintenant. « Mais tu apportes de l'attention. Tu as toujours des opinions. Tu fais en sorte que les gens se sentent jugés. » « Je fais en sorte que les gens se sentent jugés ?» ai-je répété, abasourdi. « Maman, Léna a amené un inconnu à Thanksgiving l'année dernière qui a volé notre mixeur. » « C'était un malentendu, » a-t-elle rétorqué. « Ne déforme pas les choses. » Josh a littéralement déclenché une bagarre dans l'allée, ai-je dit, la voix montant. « Parce que tu l'as provoqué. Tu penses toujours que tu es au-dessus de tout le monde. Et voilà.
Cette phrase qu'elle sort toujours quand elle ne veut pas admettre qu'elle a des préférences. J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que je regretterais. J'ai fixé mon téléphone en essayant de déterminer si je me sentais plus blessé ou plus en colère. Les deux, je suppose. J'ai décidé de passer Thanksgiving seul. J'ai fait rôtir un poulet, préparé de la purée instantanée, j'ai même allumé une bougie comme une triste parodie de bonheur domestique. J'allais bien. Vraiment, j'allais bien. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre à 7h12 du soir. C'était une photo de l'oncle Rob. La légende disait, enfin, des vacances paisibles. J'ai zoomé. Ma mère rayonnante. Josh tenant une bière. Lena au centre comme si elle possédait l'endroit. Même mon cousin Frankie a pu venir. Et il vit dans l'Ohio. Il y avait une chaise vide à la table. Une chaise où j'aurais dû m'asseoir. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Peut-être la rancune. Peut-être la clarté. Peut-être que j'en avais juste fini d'être le souffre-douleur de la famille. Mais j'ai marché jusqu'à mon classeur, j'ai sorti un dossier en papier bulle, et j'ai pris une photo de la facture d'impôt foncier. Vous voyez, la maison dans laquelle il célébrait, elle est techniquement à moi. Quand mon père est parti, il m'a cédé sa moitié de la propriété dans le cadre d'un vilain accord juridique dont personne ne parle jamais. J'ai remboursé les dettes immobilières, j'ai refinancé l'hypothèque, et j'ai laissé ma mère y rester gratuitement par culpabilité et par obligation. Mais les impôts, ils sont toujours à mon nom, et ils étaient dus le lendemain. Donc, j'ai envoyé la capture d'écran à l'oncle Rob, qui possède une entreprise d'aménagement paysager et qui avait un jour proposé de m'aider à me débarrasser de la maison pour pas cher. J'ai tapé, ils sont dus demain. Bonne chance. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. Le premier appel était de maman, puis Lena, puis Josh, puis de nouveau maman. Cet appel d'affilée, tous ignorés. Puis les messages ont commencé. Qu'est-ce que tu as fait? Alex, ne sois pas comme ça. C'est bas, même pour toi. Tu vas gâcher Thanksgiving. J'ai fixé l'écran pendant qu'il vibrait de panique. Pour une fois, il ne m'ignorait pas. Pour une fois, il réalisait que je n'étais pas un personnage secondaire oublié dans leur récit parfait. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce qu'une partie de moi voulait entendre ce qu'il dirait quand je décrocherais. S'ils s'excuseraient, s'ils essaieraient même, ou si ce n'était qu'une autre performance dans le drame de longue date qu'est ma famille. Et puis, juste au moment où je tendais la main vers le téléphone, il a cessé de sonner. Tout est devenu silencieux jusqu'à un son, un message vocal. Et ce que j'ai entendu dans ce message a tout changé. Je n'ai pas écouté le message vocal tout de suite. Je l'ai laissé là dans mes notifications comme une blessure que je ne voulais pas toucher. Je me suis servi un verre, quelque chose de plus fort que du vin, et je me suis assis sur le canapé en regardant le feu vaciller sur l'écran de télévision parce que je n'avais pas de vraie cheminée. Le poulet était déjà froid, la purée intacte. Tout ressemblait à une performance pour laquelle je n'avais pas pu passer d'audition. Mais finalement, la curiosité a rongé le dernier fil de ma retenue, et j'ai appuyé sur lecture. C'était la voix de ma mère. Fatiguée, plate, mais il n'y avait aucune excuse, aucun adoucissement, pas même une miette de remords. Au lieu de cela, elle a parlé comme si elle dictait une lettre. Alex, a-t-elle commencé? Je ne sais pas ce que ce petit coup d'éclat était censé prouver, mais si tu penses que tu peux prendre cette famille en otage juste parce que tu as ton nom sur un morceau de papier, tu te trompes. Une pause. Puis le vrai venin. Tu as toujours eu besoin de te sentir important. Tu tiens ça de ton père. Ce même besoin de tout contrôler. Et tout comme lui, tu finiras seul. J'espère que tu es fier de toi. Je suis resté assis là, le téléphone à la main, écoutant le silence après ces mots comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre combler ce qu'elle n'avait pas dit. Pas de « tu nous manques ». Pas de « parlons-en ». Juste une frappe chirurgicale dans le ventre et un clic froid de déconnexion. Le message vocal n'a duré que 32 secondes, mais je l'ai rejoué 3 fois comme un imbécile essayant de trouver un sens caché. Divulgateur, il n'y en avait pas. Elle pensait chaque mot. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai repensé à toutes les fois où je lui avais trouvé des excuses. Pour eux tous, les anniversaires où ils oubliaient d'appeler parce qu'ils étaient occupés.
Les fois où j'offrais mon aide pour les factures et où on me disait que j'essayais d'acheter leur amour. Les fêtes où je jouais le capitaine de soirée pendant que Josh trébuchait dans le bol de punch et que Lena publiait le drame familial sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention. Et à travers tout cela, je me disais que c'était ce que faisaient les familles. Elles se chamaillent, elles font mal, mais elles restent, n'est-ce pas? Sauf que j'étais toujours celui qui restait patient, qui restait généreux, qui restait silencieux. Jusqu'à maintenant. Je n'ai pas répondu au message vocal. Je n'ai pas répondu aux messages textes ni aux appels manqués. J'ai pris les 2 jours suivants de congé au travail et j'ai conduit jusqu'au chalet que mon père m'avait laissé dans le nord de l'État. Je n'y étais pas allé depuis des années. Pas depuis son décès. C'était vieux, poussiéreux et à moitié gelé, mais c'était à moi. Et plus important encore, c'était silencieux là-bas avec aucun signal cellulaire et seulement le son du vent contre les fenêtres. Je me suis enfin permis de le ressentir. Pas seulement la colère, mais le chagrin. Parce que c'était vraiment cela. Pleurer une famille qui ne m'avait jamais vraiment vu. Pleurer une enfance passée à essayer de gagner de l'affection comme si c'était une récompense au lieu d'un acquis. Le samedi, je suis revenu à la réalité. Ma boîte de réception était pleine. Quelques courriels professionnels, un message indésirable sur l'assurance automobile, et 5 messages textes de Lena. Tu ne peux pas simplement nous ignorer. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver. C'est sérieusement perturbé. Vas-tu au moins le payer? Ne m'oblige pas à venir. Ce dernier message m'a fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement Lena. Elle pensait toujours que se pointer sans y être invitée était une sorte de démonstration de force. Effectivement, vers midi, j'ai entendu le bourdonnement de l'interphone de mon appartement. Je l'ai ignoré. Puis est venu le coup à la porte, puis les coups plus forts, puis le son de quelqu'un essayant de secouer la poignée de porte. J'ai ouvert la porte juste assez pour bloquer le cadre avec mon pied. Lena se tenait là avec une doudoune, des lunettes de soleil, et on aurait dit qu'elle entrait dans un tribunal au lieu de l'appartement de son frère. « Tu te comportes comme un crétin », a-t-elle dit en guise de salutation. « Ravi de te voir, toi aussi. »« Je suis sérieuse, Alex. Tu aggraves tout. As-tu une idée de ce que tu as fait? Je vous ai rappelé que la maison n'est pas gratuite. » Elle a levé les yeux au ciel et m'a bousculé pour passer, faisant comme chez elle comme elle le faisait toujours. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, a enlevé ses bottes et a sorti son téléphone comme si c'était une visite de routine. « Maman panique », a-t-elle dit, sans me regarder. Elle est convaincue que tu vas l'expulser. Je n'ai jamais dit ça. Eh bien, tu n'as rien dit, ce qui dans le monde de maman est pire. Je me suis assis en face d'elle, les bras croisés. Pourquoi es-tu vraiment ici, Lena? Elle a hésité, puis l'a dit exactement comme je craignais qu'elle le fasse. Elle veut transférer la propriété à son nom. J'ai ri, pas un petit rire, un grand rire stupéfait qui a résonné dans ma poitrine. Elle veut quoi? Elle a dit que c'est mieux si la maison est légalement la sienne. Moins de tension. De cette façon, tu ne pourras plus refaire ce genre de démonstration de pouvoir. Je l'ai regardé comme si une deuxième tête lui avait poussé. Laisse-moi bien comprendre. Vous m'excluez tous de Thanksgiving. Vous vous moquez de moi. Vous parlez dans mon dos. Et maintenant vous voulez que je vous remette le titre de propriété juste pour que vous puissiez continuer à faire semblant que je n'existe pas. Lena s'est déplacée inconfortablement. Tu rends ça plus dramatique que nécessaire. Non, je le rends réel. Peut-être pour la première fois. Elle s'est levée, sentant clairement que la conversation s'effondrait. Écoute, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant. Je ne veux pas me battre. Je veux juste que les choses redeviennent normales. Normal pour vous signifie faire semblant que je n'ai pas d'importance à moins que vous ayez besoin de quelque chose. Elle a grimacé. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Il y a eu une longue pause. Puis elle a murmuré quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle prévoit d'intenter une action en justice. Cela m'a laissé sans voix. Une action en justice pourquoi? Elle prétend que papa ne t'a donné l'acte de propriété que parce que tu l'as manipulé pendant qu'il était malade. Elle dit qu'elle va contester le transfert. La pièce a un peu vacillé. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la cuisine et j'ai agrippé le comptoir pour rester stable.
Je pensais que j'étais en colère avant, mais ça, c'était différent. C'était une trahison. Une trahison profonde et calculée. Elle sait que ce n'est pas vrai, ai-je dit, la voix basse. Elle pense que si, a offert Léna faiblement. Ou du moins elle s'en est convaincue. Je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas. Si je le faisais, je pourrais dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Léna est partie peu de temps après, marmonnant quelque chose sur le fait d'essayer de maintenir la paix. Je ne l'ai pas raccompagnée. Cette nuit-là, j'ai déterré l'ancien dossier de documents juridiques, le transfert de propriété, les lettres notariées, même la note manuscrite de mon père me disant d'une écriture tremblante, « Tu as mérité ça, Alex. Garde-le en sécurité. » J'ai fixé cette note pendant un long moment. Mon père n'était pas parfait. Il est parti. Il a fait des erreurs, mais il m'a vu. Il m'a fait confiance. Et maintenant, les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement essayaient d'annuler sa dernière décision. Pourquoi? La rancune. Le contrôle. Je n'ai pas dormi non plus cette nuit-là. Le dimanche matin est arrivé avec une autre surprise. L'oncle Rob avait publié une deuxième photo. Celle-ci montrait ma mère debout sur le porche tenant un morceau de papier. La légende disait, la famille reste unie quoi qu'il arrive. Mais ce qui a attiré mon attention n'était pas la légende. C'était l'angle. La façon dont le papier était incliné juste assez pour que je le reconnaisse. C'était une capture d'écran de la signature de mon père. Coupée de son contexte. J'ai zoomé, amélioré, incliné. C'était une manœuvre claire et calculée. Ils essayaient de prendre de l'avance sur le récit. Essayaient de le tourner comme si je l'avais falsifié. Comme si j'étais le fils ingrat en quête de vengeance. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la tristesse, pas de la colère, pas même de la trahison, de la détermination. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon avocate. Pas pour me venger, pas encore, mais pour me préparer parce qu'il voulait la guerre. Il n'avait aucune idée de à qui il s'attaquait. Je n'ai répondu à aucun appel cette semaine-là. Pas de Léna, pas de Josh, et définitivement pas de ma mère. J'ai ignoré chaque notification, chaque sonnerie, chaque message vocal qui disait « je veux juste parler » et qui ressemblait plus à une menace voilée qu'à une branche d'olivier. C'était plus facile de rester silencieux, de ne rien dire. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. Chaque jour, j'avais l'impression de marcher sous l'eau, lourd et lent, avec une pression invisible appuyant sur ma poitrine. Le vrai coup de poing dans le ventre est arrivé le lundi matin. Je me suis connecté à ma banque en ligne pour transférer des fonds pour les impôts fonciers, me disant que j'allais peut-être les payer par habitude, juste pour éviter que les choses n'explosent trop vite. Quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange, un gros retrait, d'un compte auquel je n'avais pas touché depuis des mois. J'ai cligné des yeux devant l'écran. 2400 € transférés via l'application mobile au nom de Léna. Je me suis adossé, la gorge nouée. Comment a-t-elle pu? Puis je me suis souvenu. Il y a des mois, je l'avais aidé à mettre en place un nouveau système budgétaire après l'échec d'un de ses contrats en freelance. Elle avait perdu un client, ne pouvait pas payer son loyer, et avait pleuré au téléphone jusqu'à ce que je propose de l'aider à se remettre sur les rails. J'avais créé un accès conjoint à un compte d'épargne d'urgence à mon nom juste pour qu'elle l'utilise au cas où les choses tourneraient mal à nouveau. Je m'étais dit que j'étais intelligent, que j'étais généreux. Je m'étais dit que je pouvais lui faire confiance. Elle avait dû garder les identifiants. J'ai appelé la banque et j'ai gelé le compte, j'ai signalé le retrait non autorisé. La représentante au téléphone s'est excusée et m'a dit qu'ils allaient enquêter, mais nous savions tous les deux à quel point ce processus serait lent. J'ai raccroché sans la remercier. Cet après-midi-là, j'ai envoyé une seule question par message à Léna. « As-tu pris de l'argent sur mes économies ?» Sa réponse est arrivée instantanément. Je l'ai emprunté. Maman en avait besoin pour une consultation avec un avocat. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai tapé, effacé, retapé. Tu l'as volé. Ce n'était pas à toi. Tu n'as même pas demandé. Elle ne l'a pas nié. Au lieu de cela, elle a persisté. Je savais que tu paniquerais. C'est pour ça que je n'ai pas demandé. Tu es tellement obsédé par le contrôle, Alex. C'est pathétique. Et voilà encore.
Le refrain familial. Le contrôle. Le mot auquel ils s'accrochaient tous chaque fois que je posais une limite ou que j'appliquais des conséquences. Ils appelaient ça contrôler. J'appelais ça survivre. La trahison a piqué plus profondément que je ne l'espérais. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'après tout, ils me voyaient toujours comme un compte bancaire avec une mauvaise attitude. Cette nuit-là, je me suis assis dans le noir et je me suis laissé sombrer. J'ai pensé à couper les ponts complètement, à changer de numéro, à vendre la maison sous leur nez juste pour prouver mon point de vue. Je m'imaginais debout sur le porche avec un panneau à vendre pendant que ma mère hurlait depuis la fenêtre de devant. L'image aurait dû me faire me sentir mieux, mais ce ne fut pas le cas parce que je ne voulais pas de vengeance. Pas vraiment. Je voulais de la distance. Je voulais la paix. Et par-dessus tout, je voulais arrêter d'avoir besoin de leur approbation comme si c'est de l'oxygène. Le lendemain matin, je me suis porté malade. J'ai dit à mon patron que j'avais la grippe. Il ne m'a pas cru, mais il n'a pas insisté. J'ai préparé un sac de sport, j'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai conduit 4 heures vers le nord jusqu'au chalet à nouveau. Cette fois, je suis resté une semaine. Au début, je pensais que je deviendrais fou sans le bruit. Pas de circulation urbaine, pas de discussion de groupe, juste des arbres, du vent et l'écureuil occasionnel qui filait sur le toit. Mais après le 2e jour, j'ai commencé à me sentir plus léger. Je me réveillais tôt, je buvais du café sur le porche, je lisais un livre auquel je n'avais pas touché depuis des années. J'ai même commencé à dessiner dans un vieux bloc-notes que j'ai trouvé enfoui dans un tiroir. Quelque chose que je faisais à l'université avant que la vie ne devienne trop occupée et que ma famille ne devienne trop bruyante. Un soir, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert un document vierge. Pas d'ordre du jour, pas de travail, juste un curseur clignotant. Et j'ai commencé à écrire. Ce n'était rien de spécial, juste quelques pensées, des souvenirs, des choses que je n'avais jamais dites à voix haute. J'ai écrit sur mon père, sur la force tranquille qu'il portait dans ces derniers mois, sur la façon dont même lorsqu'il mourait, il ne m'a jamais rien demandé, mais m'a laissé la maison, le titre de propriété, le vote de confiance final que personne d'autre dans ma famille ne m'avait jamais offert. J'ai écrit sur Thanksgiving, sur cette photo, sur ce que ça faisait d'être effacé d'une vie que j'avais aidé à construire. C'était désordonné, décousu, personnel, mais j'avais l'impression de respirer à nouveau. Chaque jour, j'en rajoutais plus, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais ce journal, ce désordre de pensée, de chagrin et de résilience était la première brique pour me reconstruire. Quand je suis retourné en ville, je me sentais différent. Pas guéri, pas réparé, mais plus stable. J'ai réactivé mes comptes, changé les mots de passe, fermé le compte d'épargne d'urgence. J'ai envoyé un courriel à la banque pour suivre l'affaire de fraude et j'ai envoyé une demande formelle à l'ENA pour qu'elle rembourse l'argent. Je savais qu'elle ne le ferait pas, mais le fait de poser la limite était suffisant. Ensuite, j'ai engagé une nouvelle avocate, spécialisée dans les litiges successoraux et les dynamiques familiales toxiques. Nous avons passé en revue les documents de propriété originaux, la note de mon père, les accords de transfert, chaque bout de papier que j'avais qui prouvait ma réclamation. Mon avocate, Véronica, tranchante comme une lame et 2 fois plus calme, m'a assuré que nous avions un dossier solide. Ils devront prouver qu'il a été contraint, a-t-elle dit en feuilletant les dossiers. Ce qui, sur la base de ces dates et de cette note, n'arrivera pas. Ils peuvent jeter des pierres, mais légalement, ils vivent dans des maisons de verre. Je n'ai pas souri. Pas encore. Mais c'était la première fois que j'avais l'impression de ne pas être seul dans ce combat. En février, la poussière avait commencé à retomber. Lena a cessé d'envoyer des messages. Josh s'est désabonné de tous mes réseaux. Ma mère a envoyé un dernier courriel. Court, amer, et entièrement théâtral. J'espère que tu es heureux, Alex. Tu as divisé cette famille. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai continué à écrire. Chaque matin avant le travail, je passais 1 heure à tenir mon journal. Puis c'est devenu 2 heures. Puis j'ai commencé à remodeler mes entrées en essai. Ensuite, j'en ai soumis un sur un coup de tête à une petite publication en ligne qui se concentrait sur l'éloignement familial. Ils l'ont accepté. 1 semaine plus tard, ils l'ont publié sous un pseudonyme. La réponse a été écrasante. Des dizaines de commentaires d'inconnus qui disaient se voir dans mes mots.
des courriels de personnes qui avaient traversé quelque chose de similaire. Certains m'ont même contacté juste pour dire merci. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Pas à cause de la tension, mais parce que pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais pas brisé, juste plié. Et se plier n'est pas la même chose que se briser. L'essai s'est transformé en une série, puis en une chronique régulière. Quelques mois plus tard, une éditrice d'une maison d'édition de taille moyenne m'a contacté et m'a demandé si j'avais déjà envisagé d'écrire des mémoires. J'ai ri de l'idée au début. Qui voudrait lire sur moi? Mais ensuite je me suis souvenu des messages vocaux, des faux sourires sur ces photos de famille, du silence froid qui suivait chaque moment où j'osais m'exprimer. Peut-être que quelqu'un voudrait lire ça. Peut-être que quelqu'un en avait besoin. Alors, j'ai dit oui. J'ai signé le contrat début avril. L'avance n'était pas massive, mais c'était plus que symbolique. Cela signifiait que mon histoire avait de la valeur, que j'avais de la valeur, même sans leur approbation, et surtout sans elle. Je vis toujours dans le même appartement. Je passe toujours devant le même café chaque matin. Mais quelque chose en moi a changé. Je ne tressaille plus quand je vois une photo de famille. Je ne vérifie plus mon téléphone en attendant des messages qui ne viennent jamais. Il me manque toujours parfois, d'une manière floue, comme un écho. Mais je n'ai pas besoin d'eux. Et c'est cela, plus que tout, qui ressemble à la liberté. Je ne cherche plus la paix auprès de personnes qui se nourrissent du chaos. Je la construis moi-même, brique par brique, de manière calme et constante. Et juste au moment où je pensais que les choses s'étaient enfin stabilisées, juste au moment où je pensais pouvoir enfin passer à autre chose, une lettre recommandée est arrivée dans ma boîte aux lettres de la part de leur avocat avec une seule phrase qui m'a glacé le sang. Nous demandons une médiation immédiate concernant la propriété de la maison située à. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème avec un sceau en relief dans le coin qui criait coûteux de la manière la plus passive-agressive possible. À l'intérieur, 2 pages de jargon juridique froid avec un seul but, me faire peur. Mais je n'avais pas peur. Pas cette fois. Je me suis assis sur le bord de mon lit, la lettre dans une main, mon téléphone dans l'autre, relisant la phrase qui continuait de bourdonner dans mon cerveau. Médiation immédiate. Cela semblait civilisé, poli même. Mais le sous-texte était clair. Ma famille avait officiellement déclaré la guerre. Ils ne bluffaient plus. Ils essayaient de prendre la maison. La maison que mon père m'avait laissée. La maison que j'avais sauvée de la saisie. La maison qu'ils utilisaient pour organiser leur paisible Thanksgiving sans moi. Et maintenant, ils la voulaient en retour par les tribunaux. Je pouvais presque entendre la voix de ma mère en arrière-plan de cette décision, dégoulinante d'une confiance moralisatrice. Nous ne faisons que remettre les choses en ordre. Ils ne la méritent pas de toute façon. Au début, j'étais furieux, puis étrangement calme. Il y a quelque chose d'étrangement valorisant à regarder quelqu'un abattre ses cartes après des mois de coups dans le dos. Maintenant qu'ils avaient fait le premier mouvement légal, je pouvais enfin arrêter de deviner leurs intentions et commencer à planifier ma défense et mon attaque. J'ai appelé Véronica immédiatement. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Laisse-moi deviner. Demande de médiation. Ils l'ont vraiment déposée, ai-je dit, la voix posée. Ils veulent une médiation sur la propriété de la maison. Elle n'avait pas l'air surprise. Je me doutais qu'ils allaient faire un truc comme ça une fois qu'ils réaliseraient que tu n'allais pas reculer. Peuvent-ils gagner? Ai-je demandé. Même si je connaissais déjà la réponse. Pas à moins que tu ne te laisses faire, a-t-elle dit. La médiation ne signifie pas qu'ils ont un dossier. Cela signifie juste qu'ils veulent régler les choses en dehors du tribunal, en espérant que tu feras des compromis. Je ne ferai pas de compromis, ai-je dit. Bien, a-t-elle répondu. Parce que maintenant nous devenons stratégiques. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé avec Véronica pour tout rassembler, chaque document, chaque courriel daté, chaque mot de mon père, même une série de vieux messages vocaux où il mentionnait la maison et à quel point il était fier que je m'occupe des choses. Nous avons sorti les relevés téléphoniques, les factures d'électricité, et même des captures d'écran de messages où Lena et Josh reconnaissaient avec désinvolture que je payais les impôts, y compris la fameuse capture d'écran de bonne chance que j'avais envoyée à l'oncle Rob. Mais les batailles juridiques ne concernent pas seulement les faits. Elles concernent la perception, le récit, le timing, et s'ils voulaient en faire une affaire personnelle, j'étais prêt à les affronter de front.
J'ai passé des heures à rédiger une déclaration pour le médiateur, mais pas un de ces textes froids écrits par un avocat. Je l'ai écrit moi-même, avec le cœur. J'ai parlé du fait de grandir dans cette maison. Des années que j'ai passées à la réparer financièrement et physiquement. Du fait que j'ai laissé ma mère y vivre gratuitement par obligation et par amour même quand elle me traitait comme un étranger. Je ne me suis pas peint comme un martyr. Je me suis peint comme le fils qui a répondu présent quand personne d'autre ne l'a fait. Véronica a regardé mon brouillon et a hoché la tête. Cela va frapper fort, a-t-elle dit. Surtout si nous les laissons parler en premier. Tu penses qu'ils vont mentir? Ils n'auront pas à le faire, a-t-elle répondu. Ils vont exagérer. Broder. Minimiser tes contributions et maximiser les leurs. C'est ce que font les gens quand ils perdent. Et je voulais qu'ils perdent. Mais je ne voulais pas seulement gagner la maison. Je voulais enlever le masque pour exposer la pourriture silencieuse dans les fondations de ma famille, la manipulation, le favoritisme, les années passées à réécrire l'histoire pour se sentir mieux face à la façon dont ils me traitaient. Alors, j'ai commencé à planifier autre chose, quelque chose en dehors du système judiciaire, une histoire. J'ai décidé de terminer mes mémoires. L'accord d'édition était toujours sur la table. Mon éditrice prenait des nouvelles environ chaque mois, me poussant poliment pour des mises à jour. J'avais traîné les pieds, effrayé par le coup émotionnel. Mais maintenant, avec la médiation imminente, je savais qu'il était temps. J'ai rebaptisé le manuscrit, le fils laissé pour compte. Et j'ai tout mis dedans. Les histoires que j'avais enterrées. Celles que je pensais que personne ne croirait. Comme la fois où j'ai reçu une offre d'emploi dans un autre état et où ma mère a pleuré pendant 2 jours, non pas parce que je lui manquerais, mais parce que je n'avais pas demandé ses conseils en premier. Ou la fois où Josh a accidenté ma voiture et a dit à tout le monde que j'étais l'inconscient. Ou la nuit où Lena a emprunté de l'argent pour payer son loyer et a ensuite publié des histoires sur Instagram depuis un bar sur un toit à Miami. J'ai écrit sur la photo de Thanksgiving, l'appel froid de ma mère, le message vocal qui restait toujours sur mon téléphone comme une cicatrice que je refusais d'effacer. J'ai changé les noms, masqué les détails, mais la vérité était indéniable. Et pour la première fois de ma vie, je me fichais de ce qu'ils pensaient. J'ai envoyé le brouillon à mon éditrice un vendredi matin. Le dimanche soir, elle m'a appelé en larmes. C'est puissant, a-t-elle dit. C'est brut et honnête et inconfortable dans le meilleur sens du terme. Es-tu sûr d'être prêt pour que les gens lisent ça? Je suis sûr, ai-je dit, parce que j'en avais fini de me cacher. Une semaine avant la médiation prévue, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu un message de Josh. Et, tu es libre pour parler? Aucune excuse, aucun contexte, juste ça. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un appel d'un numéro masqué. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était lui. Sa voix était plus calme que dans mes souvenirs. Plus lente. Et, mec. Je ne sais pas ce que maman t'a dit, mais je ne voulais pas impliquer d'avocat. Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. Je lui ai dit que tu ne reculerais pas. Elle pense que tu lui dois ça. Je ne sais pas. Je ne voulais pas que ça devienne moche. Cela m'a fait rire. Moche. Nous avions dépassé le stade de moche il y a 10 kilomètres et nous nous dirigions tout droit vers catastrophique. Il a terminé le message vocal par un marmonnement, « Appelle-moi si tu veux ». Je ne l'ai pas fait, mais j'ai écouté ce message 5 fois. Pas parce que j'étais ému, mais parce que je l'étudiais, son ton, ses mots, et cela a confirmé quelque chose que je soupçonnais depuis longtemps. Josh n'était pas le meneur. Il était l'arme. Et maman était celle qui la tenait. J'ai partagé le message vocal avec Véronica. Elle a haussé un sourcil. « Tu veux utiliser ça ?» a-t-elle demandé. « Pas au tribunal, ai-je dit. Mais c'est bon de savoir où il en est dans sa tête. » 3 jours avant la médiation, Lena m'a appelé. Pas de message vocal, juste un long texto. « Tu déchires cette famille. Si tu vas jusqu'au bout de ça, ne t'attends plus jamais à ce qu'on t'adresse la parole. Tu es mort pour moi. » J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai tapé un mot. D'accord. Parce que s'ils avaient besoin que je sois le méchant dans leur histoire, qu'il en soit ainsi. Je serai le méchant qui a protégé ceux qui lui appartenaient.
Je serais le méchant qui a arrêté de faire semblant. Et je n'étais plus seul. Mon éditeur avait programmé la sortie du livre pour le début de l'été. La chronique gagnait toujours du terrain. Les lecteurs avaient commencé à envoyer des courriels régulièrement pour demander des nouvelles, partageant leurs propres histoires. Une femme m'a dit qu'elle avait quitté une mère abusive après avoir lu mon essai. Un autre homme a dit qu'il avait montré mes mots à sa sœur quand elle l'avait accusé de réagir de manière excessive au fait d'être exclu de Noël. Il ne s'agissait plus seulement de mon histoire. Il s'agissait de chaque personne à qui on avait fait sentir qu'elle était de trop ou pas assez. Je n'ai partagé ces victoires avec personne dans ma famille. Ils s'en fichaient. Mais j'ai gardé les courriels, je les ai imprimés, j'en ai collé un sur mon réfrigérateur. Merci de dire la chose que je n'ai jamais eu le droit de dire. La nuit avant la médiation, j'ai à peine dormi, mais je ne me suis pas tourné et retourné d'anxiété. J'ai répété. J'ai visualisé la pièce, les visages, la conversation. J'ai imaginé ma mère déformant les faits, Léna levant les yeux au ciel, Josh faisant semblant d'être neutre. Et je me suis vu calmement, clairement détenant la vérité juridique, la vérité émotionnelle, la vérité qu'ils avaient enterrée pendant des années. Et j'étais prêt à la déterrer parce que ce n'était pas juste une médiation. C'était la scène pour la révélation finale. Et j'avais une dernière carte à jouer, une surprise qu'ils ne verraient pas venir. La médiation était prévue pour un jeudi après-midi dans un immeuble de bureaux beige au centre-ville. Le genre d'endroit avec de l'art abstrait sur les murs et des menthes offertes dans des bols en verre. Je suis arrivé 15 minutes en avance, vêtu d'un blazer bleu marine et portant un dossier fin sous le bras. Pas trop agressif, pas trop décontracté, juste assez pour avoir l'air composé et inébranlable. Véronica était déjà là, feuilletant ses notes avec la même intensité tranquille qu'elle avait toujours. Elle m'a salué d'un signe de tête et j'ai apprécié qu'elle ne demande pas comment j'allais. Ce genre de questions semblait inutile à ce stade. Nous savions tous les deux ce que c'était. Le dernier round, la révélation. Nous avons été escortés dans une salle de conférence neutre avec une longue table en bois et des chaises rembourrées. En face de moi était assise ma mère, Léna, et un homme dans un costume élégant qui avait l'air d'être facturé par tranche de 15 minutes. Josh n'était pas là. Pas de surprise. Il ne se montrait jamais quand les choses devenaient réelles. Ma mère avait l'air préparée. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage subtil. Elle portait un gilet aux couleurs sourdes et un collier de perles comme si elle passait une audition pour un téléfilm intitulé Matriarche en deuil faussement accusé. Léna n'a pas croisé mon regard. Elle faisait défiler l'écran de son téléphone comme si toute cette affaire l'ennuyait. Le médiateur, un homme dégarni avec des lunettes et une voix de conseiller d'orientation, a commencé par des banalités. Véronica et moi sommes restés silencieux, les laissant parler en premier. C'était notre plan. Toujours laisser le mensonge sortir avant que la vérité ne le fasse. Les laisser creuser le trou, puis leur tendre la pelle. Leur avocat a commencé par un discours qui aurait été risible s'il n'avait pas été si méticuleusement conçu. La maison en question est dans la famille depuis des décennies. Nos clients soutiennent que le transfert d'actes de 2017 à M. Alex Coleman s'est produit sous la contrainte pendant une période où le propriétaire initial, M. Ronald Coleman, connaissait des capacités mentales diminuées. Ils allèguent que M. Coleman a exercé une influence indue sur son père, l'isolant du reste de la famille et exploitant sa maladie pour obtenir le contrôle de la propriété. J'ai cligné des yeux lentement, non pas parce que j'étais surpris, mais parce que l'entendre dire à voix haute faisait l'effet de toucher de la glace. Ma mère a reniflé, elle a vraiment reniflé comme sur commande. Véronica n'a pas bronché. Quand l'avocat a eu fini, elle s'est penchée en avant, les mains calmement croisées. Nous aborderons chaque point, a-t-elle dit. Mais d'abord, j'aimerais verser au dossier les pièces suivantes. L'acte notarié, l'évaluation médicale de M. Ronald Coleman de 2016, ne montrant aucune déficience cognitive, une lettre signée de son médecin traitant affirmant sa capacité de prise de décision. Et des fichiers audio datés de fin 2017 dans lesquels M. Ronald Coleman discute de son intention de transférer la maison à son fils aîné en raison de sa stabilité financière et de son historique de responsabilité. Elle a fait glisser les documents sur la table comme si elle distribuait des jetons de poker. L'expression de l'autre avocat s'est tendue. Les yeux de ma mère ont filé vers les pages. Léna s'est figée. Véronica ne s'est pas arrêtée. Nous avons également de multiples relevés bancaires montrant que M. Alex Coleman a payé les impôts fonciers,
les coûts d'entretien et les réparations d'urgence sur la maison pendant 5 années consécutives durant lesquelles les plaignants ont contribué à hauteur de 0 €. Elle a jeté un coup d'œil vers moi. J'ai hoché la tête. Enfin, a-t-elle ajouté, nous avons une correspondance de mademoiselle Lena Coleman remerciant explicitement monsieur Coleman d'avoir couvert les impôts, que nous sommes heureux de lire à voix haute. Lena s'est redressée d'un coup. Cela a été sorti de son contexte. Non, a dit Véronica simplement. Cela a été pris de votre téléphone. Le médiateur a levé la main, essayant de maintenir l'ordre. Permettons à chacun de parler à son tour. Alors, j'ai parlé. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas vanté. J'ai juste dit la vérité. J'ai parlé des derniers mois de mon père, du processus juridique du transfert, de la nuit où j'ai trouvé le toit qui fuyait et où j'ai dépensé 3 000 € pour le réparer sans le dire à personne. J'ai parlé des années où j'ai payé les factures discrètement tout en laissant ma mère y vivre par culpabilité et par obligation, pour finir par m'entendre dire que j'apportais trop de drame à Thanksgiving. J'ai sorti la pièce finale, une note manuscrite de mon père. Alex, cette maison est à toi maintenant. Merci d'être celui sur qui je pouvais compter. Garde-la en sécurité. Ma mère a fermé les yeux quand je l'ai lu. Pas de douleur, de reconnaissance. Elle se souvenait de cette note. Elle l'avait déjà vue une fois auparavant. Elle pensait probablement que je l'avais perdue. Elle avait tort. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Le genre de silence qui donnait l'impression que quelque chose avait changé, pas en volume, mais en gravité. Le médiateur s'est raclé la gorge. Les plaignants souhaitent-ils répondre? Ma mère a ouvert la bouche. Mais alors quelque chose d'étrange s'est produit. Lena a parlé en premier. Je ne voulais pas faire ça, a-t-elle dit, regardant toujours son téléphone. Toute cette histoire est stupide. Ma mère s'est tournée brusquement vers elle. Lena, non. Lena a craqué. Tu m'as dit que nous avions un dossier. Tu m'as dit qu'Alex avait manipulé papa, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous n'aimions juste pas le fait qu'il ait quelque chose que nous n'avions pas. Elle m'a enfin regardé. Et pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose de proche de la culpabilité dans ses yeux. Tu étais le seul qui était présent, a-t-elle dit. Nous ne l'étions pas. Et maman, tu détestais ça. Ma mère a pâli. Sa bouche a bougé un instant, mais aucun mot n'est sorti. Le médiateur a haussé les sourcils. Alors, retirez-vous votre demande? Lena a hoché la tête lentement. Leur avocat avait l'air abasourdi. Ma mère n'a rien dit. Après cela, Véronica et moi sommes partis en silence. Nous n'avions rien besoin de dire. Nous avions gagné officiellement. La maison était à moi sans conteste légalement et moralement. Mais ce n'était pas la victoire que j'ai le plus célébrée. Le lendemain matin, mon éditrice a appelé. Nous avons le feu vert pour voir les choses en grand, a-t-elle dit. Marketing national, déploiement en librairie, la totale. Tu ferais bien de t'asseoir. Je ne me suis pas assis. Je suis resté debout dans ma cuisine pieds nus, regardant par la fenêtre pendant qu'elle me donnait les chiffres, les précommandes, le buzz. Le fait que l'une des plus grandes émissions matinales nous avait contactés pour une interview. Elle a ri. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Quoi? La vengeance, a-t-elle dit. Mais avec classe. J'ai passé les quelques semaines suivantes à finaliser le manuscrit, à préparer les apparitions dans les médias et à me préparer pour la sortie. Le livre est arrivé en rayon début juin. En un mois, il était partout. Librairie, podcast, classement Kindle. Même mon ancien colocataire de l'université m'a envoyé un message texte. Mec, tu es viral sur TikTok. Apparemment, quelqu'un avait mis en ligne une lecture dramatique du chapitre 4, celui où j'écrivais sur le fait d'avoir été désinvité de Thanksgiving, et cela avait explosé. Des millions de vues, des centaines de milliers de commentaires, et un par un, les messages ont commencé à affluer d'inconnus, de connaissances, même de quelques membres de la famille élargie qui étaient autrefois restés silencieux. Mais le meilleur message est venu de Josh. Un texto. J'ai lu le livre. Je suis désolé de ne pas avoir répondu. Le pardon n'est pas un message texte. Il n'est pas dû. Et parfois, il n'est même pas nécessaire. Je n'ai plus jamais parlé à ma mère.
Aux dernières nouvelles, elle a emménagé avec sa sœur à l'autre bout de l'État. Léna a gardé ses distances. Je pense qu'une partie d'elle pensait vraiment ce qu'elle a dit dans cette pièce, mais cela n'avait pas d'importance parce que j'ai arrêté de mesurer ma guérison à l'aune de leur comportement. Au lieu de cela, j'ai planté des racines dans la vérité. Et un matin d'été, je me suis assis sur le porche de ma maison, café en main, brise sur le visage, et j'ai regardé le lever du soleil percer à travers les arbres. Une maison autrefois remplie de leur bruit était enfin calme, paisible, et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas parce que j'étais parti. C'était parce qu'ils l'étaient. Ils ont essayé de m'effacer de l'histoire, alors j'ai écrit la fin moi-même.